Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à partager cet épisode et, si vous désirez soutenir la chaîne, à vous abonner et regarder quelques publicités sur Utip. Sur ce, bonne vidéo. Les exoplanètes. Des mondes lointains, dont les mystères et les surprises ne cessent de se dévoiler de plus en plus vite. Des mondes qui sont à la croisée des chemins entre la diversité de notre univers et notre imagination. Mais comment connaît-on ces mondes? Quelle est leur histoire? Quels sont ces instruments de l'extrême qui nous permettent d'ouvrir une fenêtre sur l'univers? Notre bonne vieille Terre peut-elle avoir une jumelle habitable? En quoi ces mondes sont-ils à la fois similaires et différents de ceux que nous connaissons? C'est justement ce que vous allez découvrir dans cette série. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire d'exoplanètes. Si de nos jours, près de 4164 exoplanètes ont déjà été découvertes et nous fournissent donc un catalogue assez joli bien qu'il ne représente qu'une infime partie des exoplanètes présentes dans notre univers, il n'en a pas toujours été ainsi. La première exoplanète située autour d'une étoile sera découverte en 1995, 51 Pégasi b, et ce, 3 ans après les premières exoplanètes. Celles-ci ont été découvertes autour du pulsar PSR B1257+12, et ce, grâce à leur influence sur ce pulsar qui effectue d'ailleurs, pour l'anecdote, 9436 tours sur lui-même en 1 minute. Et ceci est une transition parfaite pour le thème de cet épisode, qui résumera, en restant le plus limpide possible, les différentes méthodes utilisées pour trouver ces mondes lointains. Et pour commencer, on va se mettre dans le rythme avec celle qui est probablement la, ou l'une des, plus simples, la méthode des transits. Cette méthode, et c'est de laquelle tient son nom, consiste à observer le passage d'une exoplanète devant son étoile. Elle va, ainsi, en bloquer un très faible pourcentage de la luminosité, ce qui permettra donc d'en déduire, en fonction de la durée du passage et de la luminosité perdue, différentes caractéristiques comme son diamètre probable, son orbite et aussi sa composition. En effet, quand une planète transite devant son étoile, et si celle-ci est pourvue d'une atmosphère, elle va légèrement, et selon sa composition, bloquer certaines parties du spectre lumineux. Ainsi, si l'on connaît la luminosité émise par une étoile et qu'on analyse le transit d'une planète, on peut en déduire sa composition puisque chaque élément absorbe une part de la lumière et que cette part est différente pour chaque composant de l'univers. Ces informations permettent, ainsi, d'un peu mieux connaître la planète et son aspect général en fonction des éléments retrouvés dans son atmosphère. La seconde méthode, c'est celle des vitesses radiales qui consiste, encore une fois, à analyser la lumière d'une étoile. En effet, quand un objet s'éloigne, sa lumière a tendance à se décaler vers le rouge et quand il s'approche vers le bleu. Ce phénomène, un effet Doppler, est un peu comparable au son d'un véhicule qui s'approche dont le son est aigu et qui devient plus grave quand il s'éloigne, et ce, car les ondes sonores sont compressées au début puis étirées. C'est le même principe pour la méthode des vitesses radiales, mais avec de la lumière. Dès lors, si une planète orbite autour d'une étoile, cette étoile aura tendance à s'éloigner et se rapprocher de nous périodiquement, sa planète ayant un faible impact, mais néanmoins réel, sur l'étoile et l'attirant légèrement vers elle. Cette méthode est, d'ailleurs, un peu semblable à la troisième, l'astrométrie. Cette méthode se base, en effet, elle aussi sur l'impact gravitationnel de la planète sur son étoile, mais ici, au lieu d'utiliser le décalage de la lumière, on va observer directement le mouvement de l'étoile. Ces deux méthodes nécessitent donc des instruments précis et sont, évidemment, plus faciles à appliquer au fur et à mesure qu'une planète est proche et massive. Une autre méthode indirecte pour repérer une exoplanète, c'est le chronométrage des pulsars. Là aussi, ça peut sembler assez compliqué, mais c'est en fait assez simple. Les pulsars émettent, en effet, des ondes radio qui sont détectables depuis la Terre, et ce, avec une régularité hors norme, grâce à leur rotation, elle aussi extrêmement régulière. Une planète située en orbite autour d'un pulsar va donc venir perturber sa rotation là aussi très finement, et légèrement affecter la régularité des signaux radio en perturbant la rotation de l'étoile. Et cette méthode est très probablement la meilleure en son genre. Elle permet, en effet,
de détecter des planètes d'une masse de seulement 1/10 de notre Terre, de détecter les interactions entre les corps d'un système et permet de bien détecter les corps éloignés de leur étoile. C'est d'ailleurs ainsi que furent découvertes les premières exoplanètes en 1992, celles dont je parlais justement en introduction. Une autre méthode pour détecter une exoplanète, c'est d'utiliser ses phases lorsqu'elle est proche de son étoile et reflète suffisamment de lumière. Tout comme notre Lune, vue depuis la Terre, les exoplanètes ont une phase. Si les instruments actuels ne permettent pas d'observer directement la planète et ses phases, celle-ci a, en revanche, un impact sur la luminosité de l'étoile, dont elle est indissociable depuis la Terre, et l'augmente ou la diminue de façon cyclique. Cette méthode, nommée la méthode de modulation de la réflexion de l'émission, bien que peu utilisée, s'avère particulièrement efficace avec, vous vous en doutez, les planètes proches de leur étoile et réfléchissantes. Une autre méthode consiste, elle, à utiliser l'effet de marée d'une planète, de préférence massive, sur son étoile. Celle-ci va, en effet, légèrement l'allonger et fera varier la luminosité de l'étoile en fonction de son orientation vers la Terre. Enfin, l'avant-dernière méthode dont on va parler durant cet épisode consiste à utiliser les microlentilles gravitationnelles. En effet, comme vous le savez peut-être, la lumière est sensible à la déformation de l'espace créé par la gravité. Ainsi, lorsqu'une étoile passe devant une autre, une micro-lentille se forme, et si une planète s'y trouve, sa contribution, bien que très fine, sera détectable. Le problème avec cette méthode, c'est que les alignements sont rares, très rares, ne durent que quelques jours et peu utiles, puisqu'il est impossible de répéter l'observation pour confirmer l'existence de la planète et ne permet d'en connaître que la masse. Cependant, une centaine d'observations de ce type, qui n'ont pas toutes mené à la découverte d'exoplanètes, ont déjà été réalisées. Une dernière méthode, dans sa catégorie, consiste à analyser le temps des éclipses d'étoiles binaires. Si celle-ci s'aligne assez régulièrement d'un point de vue de la Terre, et que cet alignement n'est pas régulier, il trahit alors la présence d'une planète qui perturbe légèrement le mouvement de son étoile. Ceci clôture donc le tour des méthodes de détection dites indirectes. Mais vous commencez à en avoir l'habitude, il y a un mais. Il existe encore, en effet, une autre méthode, qui est, probablement, la plus aisée à expliquer et à comprendre. Elle consiste, en effet, à photographier tout simplement la planète en imagerie directe. C'est ce que fait, par exemple, l'ESO avec ALMA, le VLT et j'en passe. Bien que cette méthode soit assez contraignante pour connaître la masse d'une planète, elle permet d'assez bien observer sa composition, son orbite et d'estimer son diamètre en fonction de sa luminosité. Une autre méthode dérivée consiste, elle, à observer les émissions de chaleur d'une planète, ce qui est plus pratique lorsque celle-ci est proche de son étoile. Ces méthodes sont, en revanche, plus faciles à appliquer lorsque le système observé est vu du dessus et nécessitent souvent l'utilisation d'un coronographe pour occulter l'étoile du système visé. Enfin, pour clôturer, il est également possible de détecter une exoplanète en observant la polarisation de la lumière, qui se fait lorsque celle-ci a traversé l'atmosphère d'une planète avant de nous parvenir. En résumé, il existe un grand nombre de méthodes et de sous-méthodes, mais, afin de garder cet épisode clair, j'ai préféré ne citer que les méthodes ayant déjà fait leurs preuves. J'ai, par exemple, préféré ne pas citer les méthodes théoriques, comme la détection des ondes radio d'aurore sur des géantes gazeuses, comme celles que l'on observe sur Jupiter et qui sont partiellement dues à sa lune Io. Les méthodes de détection sont, vous l'aurez deviné, assez nombreuses, et chacune dispose de ses avantages et de ses inconvénients. Néanmoins, elles nous permettent ainsi de découvrir plusieurs exoplanètes et d'avancer un peu plus dans la compréhension de notre univers. Cet épisode était, j'en suis désolé, assez technique. Néanmoins, il était, je le crois sincèrement, une étape importante pour parler des différents instruments qui nous permettent de détecter des exoplanètes sans devoir pour autant faire de longues parenthèses dans les futurs épisodes. La face aux exoplanètes est, hélas, un sujet vaste et compliqué, et chaque méthode mériterait un épisode dédié pour pouvoir entièrement l'explorer. C'est donc sur ceci que va se clôturer cette histoire d'exoplanètes. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19 h pour une nouvelle dose d'espace. D'ici là, prenez soin de vous,
prenez soin des autres et à bientôt.